La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. Hiver 1986. Juliette Fourneau fait partie d'une caravane d'infirmiers et de médecins à destination des vallées de Teshkan et Yaftal, dans le Badakhshan, aux confins du nord-est de l'Afghanistan. Ils s'y rendent pour soigner les communautés et former le personnel local au plus près de la ligne de front. En janvier 80, 15 jours après l'invasion soviétique de l'Afghanistan, MSF m'a contacté pour me joindre à une mission exploratoire au Pakistan, dans les zones tribales, le long de la frontière afghane, où il y avait un afflux de réfugiés, d'à peu près 1 million de réfugiés, en plein hiver, qui déboulaient d'Afghanistan suite à la répression qui s'abattait sur le pays, qui avait été initiée par le régime communiste de Kaboul en 1979. Le régime communiste de Kaboul perdait le contrôle et on fait appel à l'Union soviétique pour garder le contrôle sur le gouvernement en Afghanistan. On a proposé un programme d'assistance humanitaire à la demande de l'UNHCR dans les camps de réfugiés qui se constituaient. C'était d'ailleurs à peine des camps de réfugiés, on voyait les gens arriver d'Afghanistan pieds nus, ils marchaient dans la neige, dans les montagnes, ils se faisaient des petits abris de fortune avec des bouts de natte et 3 bouts de bâche. Et déjà, ce qui nous a frappé à l'époque, c'est que les gens disaient, en général, les hommes bien sûr, voilà, nous on est arrivés ici, on est en sécurité, mais c'est à l'intérieur qu'il y a des besoins. L'UNHCR avait demandé à MSF d'inclure une femme parlant le dari avec des compétences médicales dans la mission exploratoire, parce qu'ils étaient tout à fait conscients déjà à cette époque qu'on ne pouvait pas faire une évaluation de la santé des réfugiés et des femmes. Ce sont les femmes qui sont un peu le goulot d'étranglement de l'accès à la famille, et des femmes sans avoir du personnel médical féminin. Je souligne cela parce que le sujet de l'accès aux soins des femmes en Afghanistan continue d'être un sujet brûlant, et le sujet des droits des femmes en Afghanistan continue d'être un sujet brûlant. Et ce que je veux souligner, c'est que c'était déjà à l'époque la réalité afghane. Donc à partir de cette époque-là, on a fait une proposition, bien sûr, à l'UNHCR qui a été transmise au gouvernement pakistanais d'installer des programmes dans les camps de réfugiés, qui est de Peshawar jusqu'au Baloutchistan, et ces programmes ont été rejetés par le Pakistan au motif qu'ils ne pouvaient pas assurer notre sécurité dans les zones tribales. C'est là qu'AMSF s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire ? À l'époque, MSF n'est qu'une petite structure de quelques employés, au sein de laquelle les débats sont déjà animés. Une question brûle toutes les lèvres. Sans visa ni autorisation du gouvernement afghan, peut-on organiser une mission illégale en Afghanistan ? On avait l'intention de travailler en toute légalité à partir de Kaboul. Mais les visas ont été refusés. Renseignements pris, évidemment, c'était les soviétiques qui ne voulaient pas du tout de témoins en Afghanistan. Déjà, les Nations Unies étaient paralysées à Kaboul, n'avaient pas accès aux populations civiles en dehors de Kaboul. Les campagnes de vaccination avaient déjà été arrêtées depuis les soulèvements qui avaient suscité une répression très brutale et massive de la part du gouvernement communiste de Kaboul et de l'armée soviétique qui est rentrée à leur rescousse. Donc une fois qu'on a eu ce refus, la proposition a été d'aller voir sur place, de faire des missions exploratoires, illégales donc, clandestines en un sens, pour au moins faire un état de la situation. À partir de l'entrée des soviétiques, il y a une espèce de muraille qui s'est faite autour de l'Afghanistan, une muraille de silence. Les reporters et les journalistes n'obtenaient aucun droit, aucun visa, évidemment, de circuler en Afghanistan.
Les grandes rédactions ne donnaient pas de mandat ou de mission à leurs reporters, si bien qu'il y avait quelques freelances et aventuriers. C'était les seuls qui se risquaient en Afghanistan pour rapporter des reportages qui étaient quand même très, très parcellaires, très simplistes, parce qu'ils allaient juste de l'autre côté de la frontière, sur des fronts de moudjahidines où il ne se passait pas grand-chose, et puis ils n'avaient pas accès aux populations civiles. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'on voie de nos propres yeux ce qui se passait en Afghanistan. Les réticences à mener des opérations clandestines en Afghanistan, occupées alors par l'armée soviétique, sont nombreuses au sein de Médecins sans frontières. Pourtant, des missions exploratoires s'organisent et voient le jour pour évaluer les besoins de la population civile. D'abord à 1 jour de la frontière, à pied, à l'intérieur d'Afghanistan, puis après à 3 jours, à installer des cliniques et des dispensaires. Ça faisait un peu partie de la mission exploratoire, c'est-à-dire on allait sur place avec du matériel pour tenir 1 mois ou 3 mois, pour tester le système, voir si ça marchait, recruter des locaux pour compléter l'équipe nationale, l'équipe de travail, et travailler et voir aussi quelle population civile venait, quel type de pathologie ils avaient, s'ils avaient bien l'accès à nos hôpitaux, à nos cliniques. À l'époque, c'était plutôt des cliniques. Et donc, petit à petit, on a essuyé des revers, on a fait des erreurs avec les interlocuteurs, on s'est fait balader, Et puis, petit à petit, on a compris et analysé l'échiquier afghan et l'arlequin des partis en présence en Afghanistan, des moudjahidines, des différentes formes de rébellion. L'Afghanistan, c'était un pays à 95% rural et agricole à l'époque. En gros, un pays grand comme 1,5 fois la France, avec une vingtaine de millions d'habitants, issus de plus de 35 peuples différents qui parlent des langues différentes. L'Afghanistan, c'est un pays qui n'a jamais vraiment existé sur le plan national. Il a été créé par les grands empires. C'est encore un héritage du 19e siècle. C'est l'Empire britannique qui a tracé la ligne Mortimer-Durand de la frontière, complètement artificielle, qui sépare encore aujourd'hui l'Afghanistan du Pakistan. Le bazar en Afghanistan actuel est un héritier de ces frontières artificielles et aussi de la création du Pakistan dans les années 50 pour la partition de l'Inde, pour séparer les musulmans du reste des religions, en particulier les hindouistes en Inde. Voilà. Et ça, ce sont les plaies qui continuent de saigner. Des autorités de fait qui étaient en rébellion contre le pouvoir de Kaboul, à l'époque donc communiste afghan soutenu par les soviétiques. Ils avaient tué ou chassé tous les représentants gouvernementaux et ils s'organisaient localement pour administrer leur région. On rentrait illégalement en Afghanistan, on ne pouvait pas prendre les routes. Les routes, elles étaient occupées par les convois de l'armée soviétique. Il y avait des postes de contrôle, donc on empruntait les chemins muletiers, les chemins ancestraux qui étaient utilisés soit par les nomades qui font la transhumance entre le Pakistan et l'Afghanistan depuis des siècles, ou alors les chemins qui ont été réouverts par les réfugiés qui sortaient et les Afghans, les partis établis en exil, les partis de la résistance établis en exil, qui faisaient rentrer déjà un peu des armes qui venaient de Chine, d'Arabie Saoudite, d'Égypte. Petit à petit, les équipes s'enfoncent dans le territoire afghan. 10 jours de marche, puis 20, 30, puis 45 jours pour rallier l'hôpital chirurgical MSF à Herat, à travers des déserts, marécages, cols d'altitude et des champs de mines. C'est là, au cœur du pays, que se trouvent des poches importantes de civils. De retour au siège, Juliette s'occupe de la logistique et la coordination des missions en Afghanistan. À partir de 84, elle a une triple casquette.
celle de logisticienne, coordinatrice et chef de mission, ce qui l'amène à faire des allers-retours incessants en Afghanistan. Les 2 premières années en Afghanistan, on était très discret sur nos activités, les activités de Médecins sans frontières et les programmes, sur le pari que si on ne dérangeait pas les soviétiques et le pouvoir afghan, ils nous laisseraient faire notre travail tranquillement dans les zones rurales, bien que évidemment on bénéficiait, notre travail bénéficiait aux populations qui étaient sous contrôle des Moudjahidines. C'était un pari de discrétion, en essayant de ne pas irriter plus que ça, qu'il n'y ait pas de répercussions sur nos programmes. Mais en novembre 81, 4 de nos hôpitaux ont été bombardés, dont un qui a été absolument pulvérisé en miettes. Et là, on a compris que finalement, on gênait quand même. Ça a eu plusieurs impacts, dont un immédiat, c'était qu'il a fallu qu'on change de stratégie opérationnelle. Et à partir de ce jour-là, qu'on sorte nos programmes et nos bâtiments et nos hôpitaux et nos cliniques des zones d'agglomération, des villages et des villes. Et c'est là qu'on a complètement changé. On est allé implanter nos programmes dans des vallées difficiles ou des gorges difficiles à bombarder. Et les forces soviétiques utilisaient les MiG pour le repérage, éventuellement le bombardement, mais depuis très haute altitude, qui n'était pas précis. Et les bombardements précis étaient faits par hélicoptère, parce qu'ils pouvaient descendre, et ils allaient moins vite. Donc très rapidement, les Moudjahidines ont installé des batteries antiaériennes sur les sommets qui entouraient nos hôpitaux, et qui étaient, eux, abrités dans des replis géographiques difficiles à bombarder. C'est comme ça qu'on est rentré dans cette organisation de sécurité qui peut être critiquée, mais d'un autre côté, c'était la seule façon de continuer à travailler en Afghanistan. Et ça a fonctionné puisque en 10 ans, il y a eu plusieurs bombardements, ils passaient régulièrement. Mais c'était curieux, c'était comme si c'était sur une liste. Une fois par an, il fallait arroser les environs d'un de nos hôpitaux ou cliniques. Bon, ça ratait la cible. Les Afghans récupéraient les bombes déjà explosées. La tête était déjà partie. Ils récupéraient la douille et puis faisaient des pots de fleurs autour de l'hôpital avec ça, avec des pétunias plantées dedans. L'organisation des missions depuis le Pakistan est complexe et nécessite une logistique rodée, aussi bien pour la préparation des équipes que celle du matériel, acheminé sur plus de 1000 km à dos de bête. Sur la route, les corps sont malmenés, confrontés à la haute altitude, au manque de nourriture, à des journées de marche éreintantes et au danger de la guerre. Comme on était illégaux au Pakistan, on ne pouvait pas avoir de compte en banque là-bas. Il fallait se cacher aussi. On n'avait pas de compte en banque là-bas, comment on faisait transiter l'argent? Eh bien, on l'emmenait planqué dans notre pantalon à partir de Paris. Donc on se trimballait avec des centaines de milliers de dollars dans la culotte. Après, cet argent, il fallait le changer en roupies pakistanaises ou en afghani. Donc on se retrouvait avec des sacs à dos de roupies pakistanaises et des brouettes d'afghani. Une fois tout le matériel emballé, les animaux achetés, tout ça s'était acheminé à la frontière. On rejoignait également la frontière de manière entièrement anonyme, caché la nuit en voiture ou sous des voiles de femmes. Et on attendait le signal du départ le long de la frontière. Mais ça pouvait durer. Ça pouvait durer 10 jours, une semaine. Parce qu'il fallait éviter les milices pakistanaises de frontière.
Et puis éviter également les dénonciations des moudjahidines rebelles qui étaient jaloux de la région où on allait et qui auraient voulu qu'on aille chez eux. Puis tout à coup, au milieu de la nuit, on nous disait « ça y est, on part ». On part. Alors on était au fond d'une vallée, puis il fallait grimper un col de 4800. On n'avait pas bougé depuis 2 mois. On n'était pas en grande forme. Sous des voiles de femmes en plus. On avait vu les voiles afghans. Alors on trébuchait, on se tordait les pieds. Puis on grimpait le col dans la nuit, sans lumière, sans lampe torche évidemment, parce qu'il ne fallait pas se faire repérer. Dans les chemins, en mettant le pied là où celui qui était devant avait mis le pied. Et quand on arrivait en haut du col, il y avait encore un peu de neige. Alors qu'en bas, il faisait facilement 45. Alors là, on enlevait nos voiles. C'était l'aube et on avait un sentiment de liberté. Parce qu'on n'était plus obligé de se cacher. Ça faisait 2 mois qu'on avait moisi au Pakistan, en faisant attention à ce qu'on disait, où on allait, en le disant pas, etc. Puis là, on pouvait vivre à l'air libre. Et c'était vraiment une drôle de sensation de rentrer en Afghanistan sous l'occupation soviétique et de découvrir un sentiment de liberté. Dans ces hautes montagnes de la partie ouest de l'Himalaya, ça tape, c'est aride. La verdure, c'est au fond des vallées parce qu'il y a de l'eau, il y a des villages. Mais on peut marcher pendant 2-3 jours sans verdure, sans village, sans approvisionnement d'eau ou de nourriture. Il y avait de l'eau pour les bêtes dans les ruisseaux qui étaient pollués par le bétail. À la fois, on avait accès partout, mais en même temps, certains endroits, c'était vraiment dangereux. C'est pour ça qu'on était habillés en afghan. C'est pour pas être repéré sur le chemin, être dénoncé quand on s'approchait des garnisons, être dénoncé par des pro-gouvernementaux. C'est là qu'on a pris l'habitude, évidemment, de s'habiller à l'afghane, et que même les femmes sur la caravane étaient habillées plutôt en hommes. Une fois qu'on était sur le terrain, les femmes s'habillaient plutôt en afghane, avec toujours un fichu sur la tête en tout cas. Ces chemins muletiers étaient quand même parfois très dangereux, soit parce qu'on était coincé entre la falaise et le ravin, et il y avait des bêtes qu'on perdait. On perdait à peu près 10% de nos animaux. Et aussi parce qu'il y avait des mines antipersonnelles qui étaient larguées par les hélicoptères dans des containers qui en contenaient à peu près 60. Et puis une fois que le container tombait au sol, les 60 petites mines sortaient comme des fourmis de là-dedans, et puis sautaient, et au sol, elles s'armaient. Donc c'était dispersé d'une manière aléatoire, dans un rayon d'une 50aine de mètres. Je garde un souvenir aussi très marquant de notre arrivée en haut d'un très grand col, le col de l'Anjuman, qui est entre le Panjshir et le Badakhshan. Comme c'était un gros col dangereux, on l'avait passé de nuit, et on descendait dans cette vallée assez peuplée vers l'agglomération d'Anjuman, qui est grande parce qu'il y a beaucoup de terres agricoles. Et en fait, on était en pleine nuit, et il y avait des centaines, des milliers de lumières partout le long des flancs de la montagne, qui se déplaçaient. On a réalisé en descendant un peu plus près que c'était des lampes à pétrole. En fait, c'était les paysans qui travaillaient la nuit leurs champs. Parce que le jour, il y avait des bombardements, et ils dormaient et ils vivaient dans des grottes et des cavernes dans la montagne. Mais ils descendaient la nuit, cultivaient leurs champs. Là, on a compris pourquoi on venait. Dans le milieu des années 80, MSF met en place 3 hôpitaux dans la région du Badakhshan. Une zone de population dense et très pauvre, enclavée, où les patients voyagent parfois durant 10 jours pour rejoindre ces structures de santé. La raison pour laquelle on s'est établi au Badakhshan, c'était la même. Elle était dictée par les mêmes choix que dans les autres régions où on travaillait à l'époque. Les 5 autres régions. C'est-à-dire une poche de population importante,
des autorités de fait qui sont acceptées par la population et acceptables pour nous, qui sont capables d'assurer notre sécurité, de nous aider et de contribuer à la logistique et à l'approvisionnement à partir du Pakistan, et qui autorisent et qui acceptent aussi l'accès à l'hôpital de tous les malades, quelle que soit leur provenance, quelle soit région, affiliation politique, ethnique et autres. C'était un peu nos conditions pour pouvoir pour implanter un programme. Le Badakhshan avait ceci d'intéressant, c'est que c'était très proche de la frontière soviétique, très loin du Pakistan et très difficile d'accès, si bien qu'on avait accès à une énorme population civile. Il y avait des centaines de milliers, mais des millions, plusieurs millions de personnes au nord de l'Afghanistan qui n'avaient pas d'autres ressources, pas d'autres lieux de soins. Ils pouvaient venir de 10 jours de marche. Et le Badakhshan était suffisamment montagneux pour nous offrir aussi suffisamment de protection au niveau géographique pour implanter un hôpital. Les pathologies auxquelles on est confronté sont toutes les pathologies des pays très pauvres, les pathologies infectieuses, parasitaires, la tuberculose, la malaria, la maladie du charbon, les diarrhées, la rougeole, les épidémies de rougeole, le tétanos, mais aussi le cancer, les maladies dermatologiques, sur lesquelles s'ajoutent les accidents de travaux agricoles. Au printemps, les gens tombent des arbres parce qu'ils récoltent dans les arbres. Et c'est des très gros arbres, donc ils tombent de très haut. Donc il y a beaucoup de fractures, de traumas crâniens. Il y a beaucoup de brûlés, soit des brûlés dus au bombardement, au napalm, ou bien des enfants qui tombent dans les fours à pain. Ça, c'est assez tragique. Beaucoup de brûlés. Et puis, toute la pathologie de guerre, quoi, les blessés dus au bombardement. On a été appelés comme ça en pleine nuit vers un village qui avait été bombardé au canon la veille depuis l'aéroport, sans aucune raison. C'était un village d'agriculteurs, il n'y avait pas de garnison. On est arrivé dans ce village pour faire le triage des blessés qui pouvaient être pris en charge sur place ou bien qui devaient être transportés à notre clinique à peu près un jour de marche. Et là, je me souviens en particulier de 2 enfants. Une jeune fille qui avait une dizaine d'années, qui avait deux tout petits trous d'éclats d'obus dans la colonne vertébrale. C'était tout. Mais elle était paralysée. Donc on a décidé de la faire transporter pour voir si on pourrait... Si la paralysie n'était pas exactement dans la colonne, c'était un tout petit peu sur le côté, on s'est dit peut-être on va pouvoir la sauver. Peut-être que c'est l'édème qui comprime la moelle épinière. Donc on va la transporter à l'hôpital. Et il y avait un petit garçon en particulier dont je me souviens avec beaucoup d'émotion, qui avait déjà le ventre très gros, très gonflé. Et il avait des plaies internes dues aux éclats d'obus. Et c'est le ventre gonflé parce que probablement il y avait une hémorragie, quoi. On a quand même décidé de le transporter, mais il est mort très vite. Canaux d'irrigation, moulins à farine, moyens de subsistance, tout est bombardé. C'est la stratégie de la terre brûlée. Des millions de mines sont également disséminées par les soviétiques dans les années 80. Plus de 40 ans après, avec une présence quasi ininterrompue en Afghanistan, les équipes de MSF dans le pays sont témoins de la prise de pouvoir des talibans à l'été 2021. C'était Mission clandestine en Afghanistan, un podcast produit par Médecins sans frontières, avec la participation de Juliette Fourneau, ancienne chef de mission en Afghanistan.